Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'en suis le premier désolé. Ces dernières semaines, beaucoup de choses se sont passées et comme je vais beaucoup mieux, je vais bientôt reprendre une activité professionnelle et donc vous vous en doutez, ma vie s'est un petit peu accélérée et du coup je prends un peu moins de temps pour vous partager mes découvertes. Toujours est-il que j'ai toujours un certain nombre de vidéos sous le coude, donc je vais essayer d'être un petit peu plus productif dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vous propose de parler du kombucha. Alors le kombucha, vous le connaissez certainement ou vous en avez entendu parler, puisque ça fait partie des aliments à la mode, hein. C'est une boisson fermentée qui est très populaire, à base de thé. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il en est, toujours comme à mon habitude, en se basant sur des études scientifiques, puisque la science parle, et le reste, ça n'est que littérature. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le kombucha? Alors le kombucha, en fait, c'est une boisson fermentée qui nous vient d'Extrême-Orient, plus précisément de Mandchourie en Chine, et qui a été inventée il y a un peu plus de 2000 ans, donc on a retrouvé des traces en 220 avant Jésus-Christ, et à l'époque, on l'appelait même le remède d'immortalité, pour ses propriétés détoxifiantes et énergisantes. Ensuite, elle a voyagé notamment au Japon, où un médecin nommé Kombu l'aurait utilisé pour guérir un empereur, d'où son nom de thé de kombu ou kombucha. Puis après, elle s'est répandue par la Russie jusqu'en Europe, et aujourd'hui, en fait, le kombucha a pris une certaine notoriété à tel point que, en 2019, il représentait au niveau mondial 1,9 milliard de dollars sur le marché, et d'ici fin 2025, on table sur une valorisation totale du marché du kombucha dans le monde qui pourrait atteindre 5 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très à la mode et qui fait l'objet de beaucoup de communication commerciale et marketing. Et donc, ce que je voulais, moi, c'était savoir exactement ce qu'il en était en termes de tous ces bienfaits que l'on nous vante dans les publicités. Alors, tout d'abord, en termes de goût, puisque, bien évidemment, j'en ai acheté pour goûter. Personnellement, ça m'a rappelé une boisson qui est très proche du kombucha, qui s'appelle le kéfir, que vous connaissez peut-être, que ma mère me faisait quand j'étais enfant. Et donc, c'est un peu le même principe, hein, c'est une boisson fermentée qui est naturellement gazéifiée, en fait, hein, par la fermentation. Et en fait, il y a un petit goût acidulé qui fait que c'est finalement une boisson qui est plutôt assez bonne à boire. Et en tout cas, c'est bien meilleur que du soda. Alors, le kombucha, en tant que tel, concrètement, c'est du thé sucré que l'on fait fermenter. Donc, comme thé, hein, c'est souvent du thé noir. On le trouve aussi à base de thé vert ou d'eau longue, que l'on fait fermenter avec une culture symbiotique de bactéries et de levures, ce qu'on appelle un SCOBY. Et imaginez un peu une sorte de disque gélatineux qui flotte à la surface du thé. Hein, le kéfir, c'est des petites graines un peu allongées de mémoire, hein, un peu comme des énormes graineries. Et donc le kombucha, c'est des petits disques. Et donc pendant la fermentation, qui dure généralement entre 7 et 14 jours, les levures transforment le sucre en alcool et en acide, et les bactéries, à leur tour, transforment cet alcool et ces sucres en différents acides organiques, comme l'acide acétique. C'est ce qui donne au kombucha son goût légèrement acidulé et ses petites bulles. Alors ces dernières années, il est devenu très à la mode, et il est réputé donc, au travers de tous les discours marketing que l'on sort, comme étant une boisson dite fonctionnelle, riche en probiotiques, acides organiques, polyphénols, vitamines et antioxydants et autres micronutriments. Alors, qu'en disent les études scientifiques? Alors, en termes d'antioxydants, il y a beaucoup d'études qui ont souligné ces fortes propriétés antioxydantes. Effectivement, le kombucha est extrêmement riche en antioxydants, puisqu'en fait, vous retrouvez les polyphénols du thé, plus particulièrement les flavonoïdes et les catéchines, qui aident à neutraliser les radicaux libres, hein, ces petites molécules qui peuvent endommager nos cellules et contribuer au développement du cancer. Et la fermentation, en elle-même, peut augmenter la quantité de ces antioxydants. Vous avez des études in vitro et in vivo qui ont montré une réduction du stress oxydatif
par la consommation de kombucha. Au niveau de la digestion, grâce à ces probiotiques, le kombucha peut favoriser une bonne santé intestinale en équilibrant la flore microbienne, en améliorant la digestion et la vitalité. Donc ça peut être peut-être un bienfait pour les personnes qui, au niveau des traitements pour le cancer, ont parfois des petits problèmes de digestion à voir. Hein, ça, on va en reparler à la fin. Vous avez aussi des propriétés antibactériennes, puisque l'acide acétique produit pendant la fermentation, ainsi que les polyphénols, confèrent au kombucha des effets antimicrobiens. Des études ont montré qu'il pouvait inhiber la croissance de bactéries, des bactéries assez connues, comme celle de la salmonelle, de la dysenterie ou Escherichia coli, et son acidité naturelle contribue donc à cette protection contre les bactéries et même certains effets antifongiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour préserver une certaine santé au niveau du microbiote intestinal. Alors attention, vous verrez après dans les inconvénients qu'il y a un mais à ce sujet. Alors, au niveau des autres bienfaits, vous allez aussi avoir des effets antidiabétiques et des effets de bénéfices au niveau cardiovasculaire, donc ça c'est plutôt intéressant. Et concernant les effets ayant un potentiel anticancéreux, c'est sans doute là le point qui nous intéresse le plus. Donc vous avez des études, principalement en laboratoire in vitro ou sur des animaux in vivo, donc là il n'y a pas eu d'études in vivo sur l'humain, qui suggèrent que le kombucha pourrait avoir une forte activité anticancéreuse. Comment? Déjà la première chose, comme très souvent, il pourrait induire l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules cancéreuses. Il pourrait inhiber aussi l'angiogénèse, donc ça c'est la formation des nouveaux vaisseaux sanguins dont les tumeurs ont besoin pour se développer et métastaser. Et il pourrait, dans certains cas, potentialiser l'efficacité de certaines chimiothérapies comme la doxorubicine dans certaines lignées cellulaires de cancer colorectal. Donc moi, dans mon cas, je n'ai pas eu de doxorubicine, mais toujours est-il que le kombucha a été étudié sur des modèles de cancer, notamment colorectal, du sein, du foie, du poumon, de la prostate et des cancers des ovaires. Et donc, il y a aussi tous les effets anti-inflammatoires, la modulation des voies de signalisation cellulaire, la détoxification hépatique et la modulation du microbiote intestinal. Donc tout ça, c'est quand même plutôt positif au global, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un mais. En effet, alors déjà la première chose, c'est que au niveau des bienfaits, en ce qui concerne le cancer, on manque quand même d'études humaines solides, c'est le point le plus important, puisqu'en fait la grande majorité des études prometteuses sur le cancer ont été faites en laboratoire in vitro ou sur des animaux, et on ne sait pas, aujourd'hui on n'a pas la confirmation que ces effets sont reproductibles chez l'homme, ni à quelle dose, ni comment ils interagiraient avec nos corps, qui sont différents et complexes, et bien évidemment les traitements. Les essais cliniques sur l'humain, donc il y en a eu, mais ils sont encore très limités, et pour la plupart, les résultats ne sont pas encore publiés, puisque en fait ce sont des études qui sont assez longues à faire, et donc c'est encore en cours. Le deuxième point à souligner, c'est qu'il y a un risque de contamination qui est quand même présent. Le kombucha, surtout s'il est fait maison, peut facilement être contaminé par des micro-organismes nocifs si les conditions d'hygiène sur sa fabrication ne sont pas parfaites. Il y a eu plusieurs cas d'infections graves, voire de décès liés à des kombuchas non hygiéniques. Donc ça, il faut faire très attention. Pour ma part, je ne joue pas avec le feu, j'achète du kombucha en boutique bio. Alors j'en achète pas trop souvent, c'est pas forcément super bon marché, mais de temps en temps, j'aime bien, ça vaut largement le jus de fruits du matin. Un autre point à souligner, c'est que le kombucha peut interagir avec certains médicaments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut potentialiser l'effet de certaines chimiothérapies, mais il pourrait en exacerber aussi la toxicité ou alors diminuer l'efficacité d'autres médicaments. Donc là, le conseil est de mise, comme à chaque fois sur tout ce qui est alimentation et complémentation alimentaire, toujours et systématiquement vous rassurer auprès de l'équipe médicale qui vous suit si vous êtes sous traitement, puisque ce genre de substance peut avoir des effets sur l'efficacité de votre traitement ou sur votre état de santé, puisque c'est toujours
plus intéressant d'avoir un avis médical à ce sujet. Au niveau des populations à risque d'ailleurs, vous avez les personnes immunodéprimées qui sont plus particulièrement fragiles, donc ça peut être aussi le cas des personnes sous chimiothérapie dont les défenses immunitaires sont affaiblies. Si vous ne consommez pas un kombucha qui est parfaitement sain, il y a un risque accru de contamination et d'infection. Pour les femmes enceintes et allaitantes, puisque en fait, même si le kombucha, en théorie, ne contient plus d'alcool après la fermentation, s'il est mal fermenté, il peut contenir un tout petit peu d'alcool, donc ça c'est aussi valable pour les personnes sous chimiothérapie, hein. Et donc ça peut présenter un petit risque. Et en fait, vous avez aussi les personnes diabétiques, puisqu'en fait, il y a des sucres résiduels qui peuvent faire varier les glycémies de manière plus ou moins marquée. Et enfin, vous avez évidemment les risques digestifs, puisque c'est une boisson qui peut occasionner certains troubles digestifs chez certaines personnes. Si on en boit trop notamment, ça peut chauffer l'estomac et donc ça peut provoquer des maux de tête, des nausées, des ballonnements ou plus rarement une acidose lactique sévère. Qu'en conclure? Je dirais que, comme à chaque fois, le kombucha, c'est quelque chose qui peut être potentiellement intéressant pour être ajouté à l'arsenal des petites choses que l'on peut mettre en place pour lutter contre la maladie. Mais comme à chaque fois, il faudra toujours vous rassurer auprès de l'équipe médicale pour savoir si vous pourrez l'intégrer ou pas dans votre quotidien en termes d'alimentation. Pour ma part, j'en prends de temps en temps. Alors généralement une bouteille d'1 litre, ça me fait une petite semaine avec un verre tous les matins au petit déjeuner. Mais je n'en prends pas de manière systématique, j'en prends vraiment de temps en temps, parce que déjà c'est quelque chose que j'aime bien, ce qui ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Toujours est-il que il faut systématiquement demander, je le répète, l'avis de l'oncologue ou du pharmacien qui vous suit en termes de consommation. Les points positifs théoriques sont quand même intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si vous consommez du kombucha, si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder, puisque comme à mon habitude, j'analyse toujours les études scientifiques avant de parler de quelque chose. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt.